On va commencer donc avec Félix, qui travaille à Geodesic. Il en est le responsable de la science, CXO, CXO, quelque chose comme ça. Et donc, il va nous faire une présentation qui à la fois portera sur les usages que traite Geodesic, donc cette belle entreprise d'IA, et en même temps sur un panel un peu plus général de ce que permet l'IA dans la santé. C'est ça? Génial. Et bien, écoute, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je peux aussi présenter Geodesic rapidement. Et si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas non plus à interrompre. Donc, merci Aurélien de nous avoir invités, merci Sanofi aussi. Donc ce soir, moi je vais vous présenter de l'aide à la décision clinique grâce à l'IA. Donc tout d'abord, un petit topo sur Geodesic. Donc on est une jeune startup grenobloise qui développe des modules d'aide à la décision clinique. Donc c'est plus de 10 ans de recherche académique derrière. On est basé sur du machine learning non supervisé. Donc ça aussi je remonterai dans la présentation plus tard. Et on est très spécialisé dans une spécialité médicale. On va avoir plusieurs domaines d'application comme la biologie, l'IRM cérébrale, l'oncologie. Et on est soutenu par la BPI France, par BPI France, Gaïa, Francesco Midax. Ouais, excuse. Et donc, quand on fait de l'IA, ce qui est important, surtout en IA, en santé, d'avoir une équipe pluridisciplinaire et complémentaire. Donc, quand on est dans notre startup, nos 4 fondateurs, on est 4 fondateurs, et on a 3 médecins et un data scientist. Donc, on a un neuroradiologue, Arnaud, on a quelqu'un qui est médecin biologiste et responsable d'un laboratoire à Amiens, et un oncologue. Et après, on a complété notre équipe avec des professeurs en neuroradio ou des PhD en biologie. Donc, la complémentarité, c'est important, surtout en santé, pour pouvoir comprendre les problématiques. Donc, on va commencer par les premiers cas d'usage classiques. Donc, on va faire une analyse de sang. Et 2 personnes de 29 ans. La personne à gauche est un Gnoba qui court tous les soirs et qui est sportif. La personne de droite est un Lyonnais qui se tape des bouchons lyonnais tous les soirs et qui et ils ont le même taux de plaquettes de 390 000 plaquettes par folie. Et en pratique, les valeurs normales pour les comparer sont identiques pour les deux. On regarde vraiment uniquement l'âge et le sexe pour comparer ces données. Donc, c'est des valeurs globales qui sont très larges et on a par exemple la possibilité de rater des petites variations, par exemple pour le sportif, pour avoir des valeurs très bonnes, simplement. Donc, ça, c'est un premier problématique. Un deuxième cas d'usage, donc c'est très varié. C'est quelqu'un qui a des troubles mnésiques, des troubles de mémoire, et son médecin généraliste lui propose d'aller faire une IRM cérébrale pour évaluer l'atrophie de son cortex, et notamment l'hippocampe, là où réside la mémoire. Donc, dans ce cas-là, nous utilisons une solution d'IA basée sur le deep learning pour la classification de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est un algorithme qui a été développé à l'Université de Bordeaux. C'est un algorithme qui est très robuste avec les machines. Donc, on peut le tester sur différentes Siemens, Philips, LG. C'est pour cet algorithme de deep learning, c'est transparent pour la prise de décision. Donc, on va voir les régions qui rentrent en compte dans la classification et on a une bonne performance pour la classification sur un jeu de données interne. Donc, on va appliquer cet algorithme-là sur notre jeu de données et on voit donc on a un taux de probabilité d'avoir la maladie d'Alzheimer, AD, de 80%. Donc, on va avoir potentiellement la maladie d'Alzheimer.
Et c'est un mauvais diagnostic parce que ce n'est pas une maladie d'Alzheimer, mais c'est une autre type de démence, qui est la démence frontotemporale. Et en fait, c'est un peu la problématique des classifieurs qu'on a vécu en IA. C'est souvent des classifieurs qui sont binaires, où il n'y a pas de zone d'ombre, en fait, de zone grise. C'est soit vous êtes sain, soit vous allez avoir un maladie d'Alzheimer. Mais en pratique, ce n'est pas une réalité en santé. Donc, je vais faire un petit passage par le deep learning. Alors, c'est très à la mode, ça a été poussé notamment par Google et Facebook. C'est des algorithmes très puissants. Donc, c'est des sous-domaines de l'intelligence artificielle. C'est potentiellement capable d'apprendre tout type de problème. Ça fonctionne très bien sur des tâches de segmentation d'images, qu'on utilise en interne sur la segmentation d'images. Ça fonctionne aussi très bien sur du programme naturel de langage. Après, on a quand même quelques problématiques. Donc, déjà, ça nécessite beaucoup de paramètres à entraîner, parfois plusieurs millions de paramètres. Donc, ici, on a un exemple de deep learning de neurones où là, on voit chaque ligne correspond à un paramètre à optimiser, voire un ou plusieurs. Et on peut avoir des réseaux comme ça de neurones très deep learning, très profonds, avec beaucoup de couches et beaucoup de nœuds, et donc beaucoup de combinaisons. Et tout ceci, ça nécessite beaucoup de données pour l'apprentissage. Le seul problème, c'est qu'en santé, on est quand même assez limité en termes de données. Donc ça, c'est une première problématique. Et après, ces types de modèles n'ont pas été spécialement conçus pour des données tabulaires. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les données tabulaires, c'est tout simplement les résultats sous forme d'Excel, de CSV, les prises de sang que vous allez avoir un tableau. Ce n'est pas forcément adapté pour ça. En plus, on va avoir des petits problèmes d'explicabilité. Donc, ces modèles qui sont de plus en plus complexes vont être de plus en plus complexes à expliquer. Donc, alors il existe une manière d'expliquer le deep learning, mais c'est souvent des analyses post-hoc. C'est-à-dire qu'on peut l'expliquer en première intention. Et une autre chose intéressante qui a été publiée en 2022, c'est qu'en fait, en pratique, les algorithmes d'IA plus classiques, de type random forest ou basés sur des arbres de décision, des choses relativement simples, font aussi bien que le deep learning sur ces données tabulaires qui correspondent à une grande partie des données de santé. On parlait un peu d'écologie, donc c'est quand même quelque chose d'important actuellement. Et donc, il y a une toolbox qui a été développée à l'EPFL en 2020 et qui permet d'évaluer la consommation d'énergie lors d'un algorithme. Et donc là, on voit sur 3 algorithmes complètement simples, le rendement forest, la régression logistique et un classifieur de Bernoulli. En bleu, c'est la précision. Donc, on a des points de précision à 98%. Et en rouge, c'est la consommation d'énergie. Donc, ce qu'on voit, c'est que le neural network, le deep learning, va consommer beaucoup plus que des algorithmes classiques. Entre parenthèses, on utilise le deep learning dans nos algorithmes. Donc, c'est une critique, mais on est très bien sur certaines tâches. Donc, alors, en données santé, par rapport au cas d'usage que je faisais sur l'IAM, on n'a pas souvent des pathologies où c'est de classes qui sont binaires, comme le premier cas. On va peut-être avoir des pathologies où il y a plusieurs sous-pathologies, comme des démences, ce n'est pas forcément Alzheimer, peut-être des démences frontotemporales. À l'intérieur de ces pathologies, il y a des sous-pathologies, c'est un peu plus compliqué que ça. On peut avoir aussi quelque chose où on a un continuum, c'est-à-dire on va avoir des personnes âgées qui vont avoir des démences, et à la fin qui vont vraiment avoir des maladies d'Alzheimer, donc on a des phases de transition. Ou aussi, quelque chose qui est assez complexe à étudier, c'est des personnes qui ont des comorbidités, donc qui vont avoir plusieurs pathologies à la fois. Donc, on a tout ça à essayer d'assimiler dans le modèle, et c'est là où le fait de travailler avec des médecins qui comprennent les données et qui comprennent la réalité est quelque chose de très important. Une autre chose aussi qui est importante, c'est de ne pas travailler forcément uniquement avec un seul type de données, avec des données multimodales. Par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, on va avoir une imagerie qui va être très importante pour faire un diagnostic, mais on va compléter ça par une fonction Humbert, quelque chose de biologique.
Donc, maintenant, je vais vous concentrer un peu plus des stratégies que nous développons à GeoDesix. Donc, nous utilisons du Meaningful Learning. Est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler? Non, ok. Donc, ou de l'apprentissage de variété. Donc, alors, il n'y a pas de définition formelle du Meaningful Learning, c'est-à-dire que chaque type de personne a sa propre définition. Donc, en stats, par exemple, l'idée, c'est à partir de grandes données de grande dimension, on va essayer d'apprendre un sous-espace qui va permettre de mieux rendre compte de ces données. J'ai un exemple après. Et on va parler aussi de réduction de dimension. Après, le Meaningful Learning est aussi souvent utilisé par les data scientists pour faire du nettoyage de données, pour voir s'il n'y a pas des outliers, pour faire du démontage. En maths, c'est une définition qui est très rigoureuse, très précise. C'est en fait tout ce qui est meaningful, ça ressemble localement à un espace euclidien. C'est un modèle mathématique très facile et qu'on ne va pas utiliser en pratique. Donc ici, l'exemple. Donc on a plusieurs centaines de milliers de cellules. On a des données qui viennent de cytométrie de masse. Donc on a 38 paramètres. Donc il faut imaginer un fichier Excel avec 38 colonnes et une centaine de milliers de lignes. On a des personnes qui ont annoté ces cellules, donc en 24 classes. Ça représente donc plusieurs branches de cellules lors du développement hématopoïétique. Donc là, par exemple, les basophiles, les eosinophiles, les réticulomonocytes. En fait, ce qu'on voit, c'est les cellules qui ont la même cytométrie de masse se sont agglomérées, et les agglomérations, c'est de manière non supervisée. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est venu mettre un label associé, et les regroupements sont faits par proximité, par ressemblance. Voilà. Ressemblance sur les paramètres. Oui. C'est en fait les deux cellules qui sont proches en termes de symétrie qu'on se rapproche. Le grand avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de venir annoter ces données. Là, c'est un cas particulier parce qu'ils sont venus annoter par ailleurs. Et on aurait pu facilement, en fait, on aurait pris un point de ce groupe-là, ensuite les et on clusterise tout d'un coup, ce qui est un peu correct. Donc, il y a l'information qui ressort aussi de ces données. Et à partir de ces modèles, on va proposer des jumeaux numériques. Donc, on a un nouveau patient qui arrive. C'est difficile de rendre accessible l'intelligence artificielle à des non-spécialistes. D'accord. L'intelligence artificielle. Ouais. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez vous mettre sur mute parce qu'on vous entend ici en plénière? Merci. Et donc, on a ce nouveau patient qui arrive et on va le comparer à la population de référence. Et donc, on va la parier. Alors, on ne va pas la parier par rapport à son âge et à son sexe comme pour la biologie. On va la parier par rapport à ses critères, à ses données. Donc, voilà. Et on va, comme ça, créer son jumeau numérique. La base de données de référence est une base supposée saine. Et donc, on va créer un jumeau numérique sain. Donc, on va pouvoir le comparer avec notre patient. Donc, on revient sur le premier cas d'usage. Donc, on a toujours nos deux hommes. Et là, en fait, on a toujours nos deux valeurs usuelles qui vont être identiques pour les deux hommes. Et on va pouvoir, avec ce jumeau numérique, proposer des normes qui vont être des valeurs de référence qui vont être augmentées par l'IA et qui vont être spécifiques pour chaque individu. Donc, c'est là où vous avez certainement dû entendre parler de la notion de médecine personnalisée, où là, donc, on va pouvoir faire des normes spécifiques pour chaque individu. Donc, ici, la personne va être pathologique, alors que là, la personne va être saine. Donc, c'est l'avantage de ces jumeaux numériques pour pouvoir proposer quelque chose de plus personnalisé. Et le jumeau numérique, dès le départ, il est sur un objectif donné. Donc, dans ce cas-là, par exemple, vous pouvez pas un jumeau numérique sur l'évaluation de plaquettes, un jumeau numérique sur la. Alors, c'est un jumeau numérique complet. Le jumeau numérique, c'est quelque chose de complet. Ça va être, on ne va pas le faire sur une seule donnée. On va vraiment le faire sur un ensemble de données. En fait, l'intérêt de ces données, c'est justement de l'étape de Meaningful Learning, là, c'est d'avoir justement une compression d'informations et de pouvoir prendre le profil du patient en entier. Et donc, c'est vraiment prendre toute l'information du patient. C'est-à-dire que, en fait, typiquement, vous passez une prise de sang,
Et si vous êtes basé uniquement sur si on a le même âge et le même sexe, on va avoir la même valeur. Là, on va regarder l'ensemble du profil de sanguin et on va pouvoir adapter en fonction du profil global de la personne. C'est là où c'est important. Enfin, c'est vraiment là où on vient prendre toute l'information. Oui. Oui, c'est ça. C'est en fait, on va vraiment, on va avoir dans les prises de sang, on va avoir des données qui vont être couplées et des données qui vont pas être couplées. Et en fait, c'est le couplage de ces données qui va nous rajouter de l'information. On est sur quel volume d'informations? Sur 1 million en termes de nombre de sujets ou en termes de nombre de variables? En termes de nombre de variables, là, on est sur le plus de 100 classique, une trentaine de variables. Mais on peut faire, selon les sujets, on peut aller, ça peut être plus ou moins complexe. Vous parliez de la finalisation de alors là, au final, c'est un c'est-à-dire dans la range ou en dehors de la range. Comment est-ce qu'on gère l'incertitude sur... Eh ben, c'est génial, c'est la suite. Donc, le premier cas d'usage était pour la norme. Le deuxième cas d'usage, justement, c'était là où je disais, donc je reviens sur le deuxième cas d'usage. Et donc, on revient sur notre personne qui a des troubles musiques. Et en fait, on va proposer des atlas basés sur toujours des jeux numériques. Et donc là, on va avoir le même espace, et on va avoir des densités de probabilité associées à des sujets sains. Donc là, c'est la zone des sujets sains. Là, on va avoir un atlas, donc c'est le même atlas, mais juste avec des densités différentes. Donc là, on va voir la zone où il y a les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, forcément. Et là, on va voir une zone où on va avoir des dimensions temporelles. Donc on a déjà rajouté une classe. Et en fait, l'avantage de cette chose-là, donc, premièrement, on a nos normes pour venir expliquer aux médecins pourquoi cette patient est différente, pourquoi il a la maladie d'Alzheimer. Il va y avoir peut-être un hippocampe atrophié, il va peut-être avoir d'autres choses. Donc déjà, on ne dit pas juste oui, non, tu as tant de pourcent de chance d'avoir la maladie d'Alzheimer ou non. Deuxièmement, on va pouvoir dire, selon nos connaissances, eh ben, tu as peut-être là 63% d'avoir la maladie d'Alzheimer ou 0%, mais tu peux avoir aussi, si tu te retrouves quelque part par là, tu peux avoir 0% toutes les zones, donc avoir des scores très faibles. Et en fait, la troisième chose qui est importante, c'est d'expliquer à l'échelle de la population l'individu. Et donc, soit tu es en plein centre de la population Alzheimer, tu sais que tu vas avoir Alzheimer, soit tu vas être en périphérie ou à la limite des deux zones, bah, tu dis bah, là c'est 50-50, je ne sais pas trop, et il va falloir faire des analyses complémentaires. Et en fait, ce qui va être important, c'est pour le médecin, il va venir, tu viens contextualiser le patient, tu viens lui expliquer à la fois par des données qu'il connaît anatomiques, et à la fois par une représentation par rapport à la population, savoir où il est localisé, pour mieux qu'ils comprennent le patient. En pratique, les études de médecine, c'est ce qu'il fait un peu, c'est qu'il va avoir 1 à 2 ans de cours théorique, et après, il va apprendre des cas. Et en fait, quand il va avoir un nouveau cas, il va apparier son cas au cas qu'il a déjà vu. Donc, c'est une super IA comme ça. Alors, non. Alors, là, on n'utilise pas de modèle conventionnel. Donc, on fait vraiment. On va aller, la seule étape où il y a des modèles conventionnels, c'est ici. On fait de la segmentation d'images. C'est une brique qu'on vient récupérer. Et nous, on va vraiment travailler sur les volumes des régions cérébrales. Ouais, alors c'est même pas la couleur. La couleur, c'est vraiment la localisation pour le médecin. Ce qu'on va faire, c'est on va regarder le volume de la région. Donc, on va avoir une valeur par région et on a une centaine de régions dans le cerveau. Et là, pareil que la biologie, dans le cerveau, il y a un truc qui est génial, c'est que les régions sont interconnectées. Et donc, il y a des couplages entre les cerveaux. Notamment, c'est ce qu'on entend par la plasticité cérébrale. Donc, et c'est pour ça que quand on essaie de venir capturer les degrés de liberté du cerveau et de comprendre comment ça fonctionne, en fait, on peut quand même venir compresser l'information. Parce qu'il y a des positions,
des choses qui ne sont pas acceptables. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un cerveau qui est complètement atrophié dans l'endroit et avec une surconnectivité. Donc, ça permet de limiter. Et un dernier petit exemple. En pratique, ce qu'il faut aussi, c'est de pouvoir communiquer avec le médecin avec une interface relativement simple. Donc là, c'est quelque chose pour l'oncologie. Donc on rentre des données cliniques, comme l'âge, comme le nombre de conditions et autres, des données biologiques qui sont différentes. Et donc là, après, on va aller voir la position du patient dans notre atlas. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est pouvoir attribuer au profil du patient qui est à gauche un prototype dans cet atlas. Alors, prototype qui va apparaître après. Donc là, je crois qu'on a vieilli la personne. Donc, on va pouvoir aussi venir contextualiser en venant ajouter un prototype. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi donner la main au médecin et pouvoir venir rentrer ces paramètres simplement, les paramètres cliniques. Et donc, pour finir, alors l'important pour faire de l'IA en santé, c'est vraiment le faire avec et pour des médecins. Donc, c'est-à-dire là qu'il y a une finalité juste pour de l'ingénieur. C'est le médecin à la fin qui voit le patient et qui sait ce qui est pertinent ou pas avec ces outils-là. On entend souvent que c'est super génial le deep learning et qu'il y a plein de choses. Nous, on l'utilise, donc c'est vrai que c'est important, mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a plein d'autres modèles qui existent qui sont efficaces. Et après, c'est important de bien venir modéliser votre population et de bien venir la comprendre en termes de santé. Et c'est général pour le type de données en IA. Merci beaucoup. Merci. Alors, on n'est pas loin du temps pour la présentation, mais est-ce qu'il y a une ou deux questions encore? Vous faisiez un parallèle entre le médecin et une intelligence artificielle. Le médecin, ce qu'il a aussi, c'est qu'en tant qu'humain, il va suivre un patient au fur et à mesure du temps. Et la prochaine étape, peut-être dans notre personnalité, c'est peut-être capable de savoir, pas avoir seulement une norme par rapport à une population, mais une norme par rapport à soi-même et comment il évolue, pour avoir une dynamique. Où est-ce qu'on en est ça, concrètement, avant d'atteindre ce niveau-là, pour pouvoir avoir un modèle qui nous dise est-ce qu'on est normal par rapport à notre évolution propre et ensuite, Alors, si vous vous rappelez la carte avec lâchement, il y a des contrôles et il y a les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. En fait, j'ai un peu simplifié la carte. On a un stade intermédiaire qui s'appelle mild cognitive impairment, où tu commences à avoir des troubles de la mémoire, mais tu n'es pas officiellement Alzheimer. Tu commences à être entre deux. Donc, en fait, tu peux, sur ces cartes-là, faire aussi un suivi longitudinal pour comprendre l'évolution et savoir est-ce que tu vas évoluer ou pas. Donc ça commence à être tu peux l'étudier, faire un suivi individualisé. Je sais pas si ça répond. Vous avez commencé à valider la recevabilité réglementaire de cette construction, on est sur un diagnostic, je suppose, sur un transfert médical device, donc classique. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place dans la société, on passe souvent académique. Alors, pour nous, c'est important déjà d'avoir une validation scientifique. Alors, il y a un brevet sur la technologie. On va avoir une validation en interne, déjà vérifier que les modèles sont faits sur des données différentes d'autres centres de toujours. On va avoir des publications scientifiques. Le troisième point, c'est d'avoir de faire un essai clinique. Donc, on va discuter pour faire des essais cliniques pour valider la solution. Et enfin, des essais cliniques qui vont arriver sur la partie marquage. Donc, c'est validation. Oui, c'est la complexité, mais c'est pas que aussi intéressant. Ça fait combien de temps que le DAISY existe? Ça fait 1 an et demi. Ah oui, d'accord, ça va. Et après, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur la Spoko et pendant 5 ans qu'on y est.
par exemple sur les modules en neuroimagerie. Oui, c'est la complexité de faire aussi des liens ensuite, de valider ces modèles point de vue rudimentaire et on est sur la c'est faisable, mais c'est vrai que ça prend du temps et puis il y a des problèmes. L'image. Projecteur, ça. On va passer Lui sur la aussi, télé, il est considéré qu'à 19h, il avait fini sa journée. Ouais, c'est ça. Bon, bah, des questions encore hein. Seul code qui connaît un modèle qui va permettre d'idée le modèle parce que il y a d'autres paramètres et du coup avec les gens on n'arrive pas à les faire. Alors, je crois que l'imagerie, c'est une manière qui se fait, mais ce qui va être sûr, c'est que la quasi génération va falloir faire son prochain modèle. Donc, qui sort de notre c'est pour ça qu'on a l'intérêt aussi d'avoir des données cliniques, des données pas mal souvent parce qu'ils ont juste quelque chose, une image à côté ou un musique ou autre. En fait, ils n'ont pas le contexte clinique. En fait, ils peuvent résoudre facilement une question avec l'image plus le contexte clinique. Et des fois, il y a un manque de transfert clinique parce que quand les médecins généralistes demandent juste une analyse, ils sans expliquer le cas. Et donc, c'est important de venir contextualiser et raconter ces informations. Donc, il n'y a pas que là pour le cas de l'imagerie, ça va apporter une chose, mais il y a plein d'autres choses pour apporter, enfin pour je crois que pour les démences frontotemporales, c'est de l'anapath pour bien vérifier, être sûr quel type de pathologie c'est facilement. Et l'anapath, je crois que c'est la prédication. Un patient, c'est quelque chose qui va faire. Ok, merci beaucoup. Merci. Eh ben, on va passer à la deuxième présentation. On passe du côté de Sanofi. Joël, tu nous entends? Oui, vous m'entendez? Ouais, tu peux partager du coup tes slides. Ben, parfait. N'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On voit ton écran, c'est tout bon. Parfait, je vais le mettre en gros, s'il veut. Et s'il y a des termes médicaux, n'hésite pas à les préciser dans le chat. Il y avait des personnes qui disaient que les termes techniques n'étaient pas toujours compris de tout le monde. Donc, n'hésite pas à préciser les termes médicaux. Ça marche. Et peut-être que tu peux commencer par te présenter rapidement aussi. Très bien, donc je suis Joël Lepape, donc je suis data scientist chez Sanofi. Donc j'ai eu l'occasion de travailler pendant à peu près 1 an et demi pour le lab et le projet justement que je vais vous présenter, un projet qu'on a réalisé en grande partie avec la puissance de frappe du lab, en particulier la collaboration avec Amazon donc, pour les outils AWS. Donc je suis désormais côté R&D avec un scope qui couvre l'ensemble de la R&D vaccin depuis, donc, par exemple, l'intervention sur l'assistance aux équipes de design d'antigènes par des méthodes bioinformatiques jusqu'aux phases cliniques en passant par l'immunologie ou encore le passage à l'échelle des techniques de production de vaccins. Donc, du coup, on va parler d'extraction de rapports de toxicologie, parce qu'il faut savoir que avant de commencer des essais cliniques chez l'homme, on est obligé de tester, donc réglementairement, on est obligé de tester nos vaccins
sur des animaux. Et donc, à l'issue de ces tests animaux, donc afin de voir que le vaccin n'est pas toxique, les données sont consignées dans des rapports. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que depuis une quinzaine d'années, donc les données de toxicologie ont été stockées dans des rapports PDF, mais ces données ne communiquaient pas. Ces données dormaient dans les rapports PDF. Et donc, Paul Désert, qui est le chef de la toxicologie donc côté vaccin, est venu voir le lab fin 2019 et s'est dit ça serait bien qu'on puisse faire parler ces données qui dorment dans des PDF. Est-ce qu'on pourrait réussir à extraire ces données, à les formater proprement et à les mettre dans une base de données afin ultérieurement de faire des analyses de machine learning par-dessus. Et donc, c'est vraiment cette partie d'extraction sur laquelle je vais insister aujourd'hui et vous montrer qu'effectivement, en combinant différentes briques techniques qui individuellement ne sont d'ailleurs pas forcément compliquées, et là je fais le lien avec la présentation précédente où on disait justement que le deep learning n'est pas la solution à tout et parfois les méthodes conceptuellement simples sont efficaces. Ce qui compte à la fin, c'est qu'on veut que ça marche. Donc, il faut être très pragmatique. Et si on arrive à reproduire intelligemment le comportement d'un être humain, à savoir ici la capacité d'extraire de la donnée de rapport, on arrive à construire un système d'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle ne repose pas uniquement, loin de là, sur des technologies de deep learning avec des réseaux de neurones à grand nombre de couches. Alors, pour recontextualiser un peu donc le contenu et le format de ces études PDF, on avait à peu près 700 pages en moyenne dans chaque rapport, sachant que ça pouvait monter à 2000 pages. Et on s'intéressait donc sur une volumétrie de 40% de la totalité des pages d'un rapport à extraire. C'était vraiment les données individuelles pour les animaux qui nous intéressaient, pas des données moyennées sur les groupes. 2 points très importants et qui ont vraiment constitué la difficulté de ce projet, c'est que pour un rapport donné, et on va le voir, la structure évolue selon les paramètres à extraire. On va voir qu'on a des paramètres d'hématologie, on va avoir des paramètres de température, des paramètres de poids, des paramètres d'histologie, donc à la fois microscopique et macroscopique, donc au niveau de chaque organe. Et en fait, bien évidemment, comme il s'agit de données, de rapports d'expériences différentes, la structure des PDF va varier. Et donc, il a fallu gérer cette problématique-là, mais également gérer la question de la temporalité, puisqu'on a 15 ans d'études. En 15 ans, les moyens d'acquisition de la donnée ont évolué, les moyens de générer les rapports ont évolué donc, au niveau donc, des logiciels d'acquisition. Et donc, pour un paramètre donné, la structure évolue selon la date du rapport. Donc, quelle est la méthodologie qu'on a mise en place? C'est d'abord poser la question d'une extraction manuelle. On a rapidement déterminé que c'était impossible. On aurait mis 2 ans, nuit et jour, donc à tout extraire. Donc, là, on s'est orienté vers de l'automatisation. Et justement, ce projet a été l'occasion donc pour le lab de voir si effectivement les techniques d'intelligence artificielle étaient suffisamment matures pour extraire la totalité des rapports. Et donc, comme je l'ai dit en début de présentation, c'est basé sur le partenariat qu'on avait avec AWS. En particulier, on a utilisé un outil qui s'appelle Textract, qui est vraiment au cœur de la réussite de ce projet. Donc, AWS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fournisseur de services sur le cloud. Donc, vous avez parmi les concurrents les plus connus, GCP, donc Google Cloud Platform, ou alors Microsoft Azure ou IBM Watson. Et donc, l'idée, c'est de fournir des services, donc par exemple de base de données, de puissance de calcul, de machine learning, et c'est du paiement à la demande, c'est-à-dire que vous ne payez que les services que vous utilisez. Et donc en particulier, comme je disais, donc on a utilisé le service Textract, qui est un outil d'OCR, donc de reconnaissance optique de caractères, agrémenté de machine learning pour extraire automatiquement du texte.
Et donc, nous avons mis en place la méthodologie suivante, qui est vraiment dans l'esprit de l'innovation et du fail fast, de rapidement échouer. C'est-à-dire que on n'allait pas se lancer dans le design d'un algorithme sur la totalité de notre trentaine de rapports sur les quinzaines d'années sans tester au préalable si ça allait marcher. Donc, d'abord, une phase de cadrage de projet où il s'agissait de localiser donc, les différents rapports, de définir un format de sortie unique. Donc là, c'est un format, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'on appelle un format SEND ou SEND-like, qui est le format standard pour les études cliniques et précliniques pour présenter la donnée. Donc, sachant que nous, on a utilisé un format un petit peu allégé par rapport au vrai format SEND, qui est un format qui est très redondant. Et on a également paramétré notre environnement de développement. Ensuite, on a testé une pré-POC, donc une pré-preuve de concept sur 5 pages pour voir si effectivement, c'était pas délirant d'utiliser de l'intelligence artificielle pour extraire nos données. Donc, on a pris bien sûr 5 pages très différentes. Et donc, on a réussi effectivement à évaluer la faisabilité. On a écrit nos premiers scripts Python. Je ne vous cache pas que c'était un peu du code spaghetti, comme on dit, du code pas très propre. Mais le travail était fait. On avait réussi à montrer la faisabilité. Donc ensuite, on est passé en POC, donc en preuve de concept, sur 2 rapports complets pour effectivement confirmer qu'à l'échelle d'un rapport, on arrivait à extraire. Ça a été également l'occasion de nettoyer le code Python et en adoptant, donc pour ceux qui connaissent, la programmation orientée objet qui était très appropriée dans ce cas et beaucoup plus efficace pour transférer et modifier, fine-tuner les algorithmes d'extraction au rapport suivant. Et donc, on avait passé enfin à l'industrialisation sur une trentaine de rapports avec un travail qui consistait à créer de nouveaux templates par rapport pour capturer la spécificité du rapport et des variables en question. On a généré des fichiers Excel SEND-like. On a nettoyé les données, donc on était à peu près à 95% de bonne qualité de données, mais les 5% restants par de la visualisation, donc on a réussi à les nettoyer. Et à la fin, on a mis tout ça dans une base de données au propre MySQL. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans la technicité et l'idée, c'est de vous montrer qu'effectivement, donc la clé de la réussite de ce projet, ça a été une utilisation intelligente de AWS Textract conjointement avec du code sur mesure. Parce qu'on s'est rendu compte que Textract tout seul ne suffisait pas, puisque la phase de pilote a permis d'identifier 4 problèmes que je vais détailler. Donc, le premier problème, c'est qu'on a beaucoup de tables qui n'ont pas de bordure et ça ne plaît pas du tout à Textract. Vous avez un exemple ici de tableau qu'il fallait extraire. Textract ne reconnaît pas par défaut que c'est un tableau puisqu'on n'a pas les bordures verticales, on n'a pas les colonnes. Donc, il a fallu trouver un moyen d'extraire, de mettre en place un algorithme d'extraction qui arrive à voir ces colonnes-là. Le deuxième point, c'est que l'information n'est pas toujours explicitement présente. C'est d'ailleurs un point qui est assez amusant et qui capture bien la différence qu'il peut y avoir entre l'être humain et la machine en termes d'intelligence. Pour un être humain, c'est très facile effectivement de comprendre que puisque l'information, donc groupe 3 et sexe féminin, n'est pas présente pour les animaux 52 à 56, c'est qu'effectivement, en fait, c'est la même information que précédemment, que pour l'animal 51. Pour une machine, si on ne lui dit pas, si on ne lui apprend pas, elle ne peut pas le savoir. Donc vraiment, c'est amusant puisque c'est vrai de manière générale en intelligence artificielle, souvent ce qui est facile et intuitif pour un être humain ne l'est pas du tout pour la machine et inversement, on va avoir des machines qui vont être capables de faire des calculs extrêmement compliqués qui seraient hors de portée de l'intelligence humaine. Donc c'est toujours amusant de voir cette complémentarité des intelligences et c'est vraiment cet aspect de complémentarité qui est ce travail de complémentarité entre l'homme et la machine que je vois comme l'avenir de l'intelligence artificielle. Troisième point, c'était qu'on ne voulait pas extraire forcément toute l'information. Donc, comme je disais, on avait à peu près 40% des pages à extraire et même sur certaines pages, on ne voulait pas tout extraire. Donc, il fallait customiser et se focaliser sur certaines parties des pages. Et enfin, Textract a peu de chances de voir des caractères isolés. Donc, parfois, l'absence ou la présence d'informations était indiquée par des X ou par des points. Et comme Textract a été entraîné plutôt sur des romans, sur des articles scientifiques,
sur des textes qui contiennent des vrais mots. Il n'est pas entraîné à détecter des points et des X isolés. Donc, on aurait pu se dire à ce moment-là, on va s'arrêter là, Textract ne répond pas à notre besoin, ce n'est pas assez mûr. Mais justement, on s'est rendu compte qu'il y avait une fonctionnalité très intéressante et c'est vraiment cette fonctionnalité qu'on a utilisée à fond. C'est la fonctionnalité non seulement d'extraire le texte brut, ce qui apparaît assez intuitif quand on utilise Textract, mais également des métadonnées. Ce sont des métadonnées spatiales qui sont stockées, donc, pour ceux qui connaissent, donc, en format JSON, donc un format de structuration de la donnée qui est largement utilisé en informatique, en particulier en data science. Et en fait, pour chaque mot extrait, Textract nous donne les coordonnées de son rectangle circonscrit, donc l'abscisse minimum, l'abscisse maximum, l'ordonnée minimum et l'ordonnée maximum qui sont représentés sous ce format, bon, qui est un petit peu barbare, mais finalement, une fois qu'on se plonge dedans, ce n'est pas très difficile à comprendre. On va chercher l'information polygone et on va chercher nos X et nos Y. Et donc, cette fonctionnalité nous a permis d'outrepasser les limitations intrinsèques à Textract en 2 étapes. Première étape, en fait, il fallait reproduire des fonctions, donc coder des fonctions universelles qui étaient capables de répondre à des questions simples, des exemples de questions, par exemple. Donc, une fois qu'on a ces informations sur les abscisses et les ordonnées, donc vous voyez encore une fois, on ne manipule pas des concepts mathématiques très compliqués, mais l'idée, c'est d'appliquer le bon concept qui répond à notre problématique. Et donc, il s'agissait d'obtenir, par exemple, une question, ça peut être obtenir l'abscisse et l'ordonnée de la deuxième occurrence du mot hématologie sur notre page. Ça peut être extraire tous les mots entre 2 abscisses données, extraire la 3e ligne en dessous de celle qui contient la 2e occurrence du mot vaccin, ou alors diviser la ligne en 3 colonnes. Donc ça, des questions basiques, universelles qu'on va trouver dans tous les templates, dans toutes les pages des rapports. Et en 2e étape, combiner ces fonctions universelles pour créer des templates, pour être capable, pour un template spécifique, de concevoir une procédure d'extraction ad hoc pour ce template. Donc, assembler différentes fonctions en une classe, donc on avait appelé une classe d'extraction. Donc, ça implique une compréhension poussée du template et du format de sortie. Donc là, évidemment, les discussions avec les experts métiers étaient indispensables pour bien comprendre comment formater les données, quelles étaient les données intéressantes à extraire, qu'est-ce qui n'était pas intéressant à extraire. Et après sa conception, donc l'intérêt comme je le disais, de la programmation orientée objet, c'est de réutiliser donc, ce qu'on a codé sur, soit directement sur les pages qui ont le même template, ou alors la mettre plus ou moins à jour si le template change légèrement. Donc, visuellement, ça ressemble à ça. Donc, par exemple, on peut se poser plusieurs questions. Donc, on avait un test. Donc, ici, par exemple, le test réticulocyte en valeur absolue. Donc, comment on fait pour aller chercher spécifiquement cette valeur? On pouvait se dire, par exemple, la règle, extraire la ligne située 2 lignes en dessous de celle contenant le mot hématologie et s'arrêter à la première parenthèse. C'était le genre d'instruction qu'on pouvait donner à notre programme pour aller extraire ces informations. L'unité, c'est la même philosophie. Cette fois, c'est extraire le contenu entre parenthèses. La détection de colonnes, on peut se dire, place-toi sur la ligne qui contient le mot animal et ensuite, pour chaque mot de cette ligne, trouve-moi la plus petite abscisse et on aura les abscisses des colonnes. Par exemple, pour trouver le groupe correspondant à l'animal 2129, ça peut être détecte-moi le nombre qu'il va y avoir entre les abscisses des mots groupe et sexe. Il n'y a rien. Remonte les ordonnées jusqu'à trouver un nombre entre ces valeurs. Donc, vous voyez, ça peut être assez poussé, mais conceptuellement, ça reste simple. Et de même pour des points de mesure pour un animal particulier. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la variété des templates. Donc, Python est vraiment le langage qui a été utilisé, qui est le langage de facto, donc généraliste, le plus utilisé en data science et en IA. Et il offre toute la flexibilité nécessaire pour s'adapter à tous les templates qu'on a rencontrés. Il faut simplement avoir le temps et parfois la patience de s'atteler à certains templates. Mais une fois qu'on a compris la logique,
on n'a plus de limitations et on peut extraire quasiment tout, voilà, à part certains documents de très mauvaise qualité, j'y reviendrai à la fin. Donc, si on résume notre procédure d'extraction, donc on partait de notre image sous format PDF au départ. On la faisait passer d'abord par Textract, mais sans utiliser la fonctionnalité par défaut de Textract, mais en récupérant uniquement les informations sous le JSON. Ensuite, on appliquait le code Python qu'on avait spécifiquement codé pour le template en question. On obtenait, donc, pour ceux qui connaissent, donc, un data frame sous format Panda qu'on avait ensuite pu exporter en Excel. Donc, un travail donc, de nettoyage ensuite de la donnée. Donc, ça, je ne rentrerai pas dans les détails. Donc, ça a été en particulier, donc, je voudrais saluer le travail d'Émilie Chotard, donc, qui s'est beaucoup côté bioinfo, donc design d'antigènes computationnels, qui s'est beaucoup investi dans ce travail-là pour enfin mettre les données dans une base MySQL propre. Donc, pour conclure, on pourrait se dire, donc là on a parlé de données de toxicologie, mais en fait cette méthodologie est extensible à un très vaste panel de domaines, pour peu qu'on ait des PDF à extraire qui vérifient certaines conditions. Donc la première condition, c'est la bonne qualité du PDF. Donc une recommandation donc un peu empirique mais qui marche bien, c'est que si vous avez besoin de zoomer au-delà de 100% pour lire le texte donc à l'œil nu, c'est que Textract aura peu de chances d'extraire le texte. Il ne peut pas extraire du texte trop petit non plus. Il faut avoir une orientation homogène du texte. Si vous avez un mélange horizontal-vertical, d'ailleurs, c'était une problématique sur laquelle on avait été concerné sur un autre projet. C'est beaucoup plus compliqué. Bon, ça peut marcher, mais c'est pas garanti et il faut trouver donc des artifices. Donc là, on avait trouvé des artifices en se basant sur des lignes et sur de la segmentation d'images pour réussir en fait à trouver des sous-zones sur le PDF dans lesquelles les textes étaient orientés de manière homogène. Pas trop de templates par PDF, ça c'est plutôt, on va dire, du bon sens, parce que si effectivement écrire le code prend plus de temps que tout extraire à la main, autant tout extraire à la main. Donc si vous avez un PDF de 2000 pages avec 2000 templates, là je vous le dis d'avance, il vaudra mieux le faire à la main, ça ne sert à rien de coder un template qui ne servira qu'une fois et répéter ça 2000 fois. Et enfin, avoir un expert Python dans l'équipe, il faut savoir quand même bien coder en Python. Au passage, je tiens quand même à préciser que ça marche avec d'autres langages, en particulier Java, mais ils sont beaucoup plus verbeux et c'est vrai que l'aspect concis de Python a énormément facilité. Donc, c'est vrai que quand on cherche à extraire de la donnée et avoir du code flexible, facilement maintenable et compréhensible, Python, c'est mieux, mais théoriquement, ça marcherait dans un autre langage, tant que ce langage sait manipuler du JSON, ce qui est le cas de la majeure partie des langages contemporains. Donc, merci, donc, bien sûr, à Sylvain d'accueillir à l'Innovation Center cette soirée. Paul Désert, donc, le chef de la TOX, donc vraiment été le moteur de ce projet. Julie Latour également, qui m'a beaucoup accompagné côté métier. Émilie Chotard, donc, qui a en particulier effectué tout le travail de nettoyage. Marie Grandboulan, donc, qui est ma supérieure hiérarchique et qui a très gentiment accepté que je participe à cet événement. Et enfin, bien sûr, donc, toute l'équipe, donc Fabien Chervet et toute l'équipe Lyon ISEI, pour me donner l'opportunité de présenter ce travail. Merci à vous. Merci beaucoup, Noël. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais là, pour le coup, pour que je les entende bien, vous devrez vous rapprocher. Ouais, c'est moi qui vais les poser si nécessaire. Parfait. Alors, je crois qu'il y a quelques questions. Bon, c'est très bien parce que là, on a eu la version super médicale et limite biologiste. Là, on a quelque chose de beaucoup plus généraliste qui peut s'appliquer dans plein de domaines autour de l'extraction de données. Donc, c'est bien. Puis la troisième présentation, on sera encore sur une autre thématique puisque ça touchera presque plus au handicap, on va dire. Alors, il y avait une question de Parisa déjà qui était est-ce que c'était des photos de PDF ou des PDF en version texte normale? Ça dépendait, les deux.
les deux. Extract s'en fout. Voilà, de toute façon, tout était converti en images dans le processus. Ok, merci. Et je crois qu'il y avait une autre question en ligne. Alors, combien de temps a-t-il fallu pour développer le code d'extraction en Python et combien de personnes au total sur le projet? Chose un peu opérationnelle. Alors, donc, sur le projet, donc, on va dire sur la partie codage vraiment pure et dure, j'étais tout seul. En gros, ça a demandé à peu près 2 mois, on va dire, de travail pour concevoir les templates pour une trentaine de rapports. Donc, sachant que, bien sûr, les premiers templates étaient les plus longs à concevoir, le temps de rentrer dans la logique, de mettre en place les fonctions basiques. Ensuite, quand il y avait un nouveau rapport qui arrivait, à part très mauvaise surprise, on pouvait quand même réutiliser 80-90% de ce qui avait été fait et il suffisait de s'adapter. Parfois, ça pouvait être très bête, mais ça pouvait être le texte qui n'était pas au centre de la colonne, mais qui était décalé, qui était par exemple aux 3/4 de la colonne. Donc, il ne fallait pas forcément couper les ordonnées au milieu, mais il fallait rajouter un petit facteur. Mais c'est globalement, on va dire, j'ai un travail d'une personne sur à peu près 2 mois pour réussir à mettre au point, on va dire, une cinquantaine de templates qu'on devait retrouver sur notre trentaine de rapports. Qui est mieux que 2 ans. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est pour améliorer quelque chose à améliorer ça pourra faire quelque chose Alors, la question, Joël, c'est le code que vous avez créé, au-delà donc de l'outil Textract, c'est du code qui va servir que pour ce use case ou qui peut être réutilisé sur d'autres use cases plus tard? Les fonctions de base pourront être réutilisées plus tard. Sur vraiment, par contre, ce qui concerne les templates, sur des rapports de tox, on pourra les réutiliser en faisant les modifications dont je parlais. Par contre, si on est vraiment sur des PDF totalement différents, là, je conseillerais pour la création des templates de repartir de zéro en utilisant uniquement les fonctions de base. Oui. Le temps de nettoyage, ça a pris combien de temps pour faire le nettoyage? De quoi ça consistait? Et est-ce que c'est automatisable? Le temps de nettoyage, ça a dû prendre. Après, Émilie n'était pas full-time dessus. Ça a dû prendre 3-4 mois, mais 3-4 mois, je pense, à 25 ou 30% de son temps. Ça peut être automatisable. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des techniques de visualisation. Donc, c'est-à-dire que les bases de données, les Excel qui avaient été extraits, passaient ensuite justement sur des outils. Donc, à l'époque, on utilisait encore ClickSense, donc outil de BI et de visualisation. Pour donner un exemple très, très facile à comprendre, si on voulait checker les données de poids, par exemple, pour un animal, on s'attend à ce que les données de poids augmentent de manière assez linéaire au fur et à mesure des semaines. Donc, les animaux sont régulièrement nourris et dans une étude de tox, des lapins très souvent, ils ont tendance à grossir pas mal. Et donc, si on avait par exemple un poids qui entre la semaine 1 et la semaine 2 baissait beaucoup, puis se mettait à réaugmenter à la semaine 3, on pouvait rapidement déceler un problème. Donc, c'était vraiment basé sur cette optique-là. En général, les problèmes d'extraction, c'était souvent un chiffre qui n'était pas vu ou une virgule qui n'était pas vue. Donc, Textract est plutôt bon pour détecter un caractère. S'il détecte un caractère, en général, donc, on ne sait pas mesurer la précision, mais on est quasiment à 100% de réussite sur l'identification du bon caractère pour peu que le texte soit de bonne qualité.
Donc, il ne va pas se tromper, il ne va pas, par exemple, extraire 2828 au lieu de 2826. Donc, on ne va pas avoir une erreur de ce niveau-là. L'erreur va plutôt porter sur le mauvais placement de la virgule ou sur l'oubli d'un chiffre. Donc, très souvent, ça sera des variations de facteur 10 qui seront facilement décelables. OK. Eh ben, merci beaucoup. On va passer à la troisième présentation. Joël, merci. Passionnant. Merci beaucoup. Allez, eh ben, ta présentation est sur l'ordi. Oui, oui, elle est dessus. Je vais sur l'écran ici. Parce qu'il faudra bien faire le partage. De la même façon, Ouais, si je vais t'as, quand même. des termes médicaux, n'hésite pas à les expliquer. Ouais, ok. Non, c'est celui-là. Peut-être enlever le logo. Voilà, si je mets en présentation, ça va pas. Ah non. Non. Vous êtes lyonnais au départ, hein, c'est ça, ça sort de l'ENS. Ouais, c'est toujours. Ouais, c'est même toujours l'ENS. Juste à côté. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Baptiste Moreau. Je suis ingénieur en intelligence artificielle au sein de Couragé, qui est donc depuis 1 an et demi. Donc c'est une start-up qui a pour objectif de redonner de la mobilité à des personnes qui l'ont perdue. Je vais vous présenter la Neuroskin, notre produit phare, qui est la première IA qui redonne la mobilité. Avant tout, Couragé, c'est donc une équipe. C'est la rencontre au départ de Amine Métani et Rudy Gombeau. Donc, Amine Métani, qui est un chercheur au sein de l'ENS de Lyon, juste à côté, et Rudy Gombeau, qui est un entrepreneur. Et donc, ils ont eu. Amine Métani avait commencé à travailler au sein du laboratoire de physique de l'ENS sur des méthodes pour retrouver de l'exercice pour des personnes qui ont un handicap. Et donc, ils ont décidé d'en faire une entreprise avec comme cœur de métier l'électrostimulation des muscles. Donc, j'y reviendrai. Qui a été rejoint après par Alana Popovic, qui est donc la responsable technique de l'entreprise. Et donc, on a une référente médicale qui est médecin rééducateur et des collaborations académiques, tout un board médical et une équipe R&D qui travaille sur notre dispositif médical. Notre cible, c'est donc l'hémiplégie. L'hémiplégie, qu'est-ce que c'est? C'est donc une perte de mobilité d'un côté du corps suite à souvent un accident vasculaire cérébral. Donc c'est très courant dans la population, ça arrive à beaucoup de personnes. Et donc, nous, on intervient dans la phase de rééducation de ça après l'AVC pour pouvoir retrouver plus rapidement de la faculté de marcher. Pour comprendre cela, il faut comprendre tout ce qui est donc tout le système neuromoteur du corps humain. Donc, au départ, l'élément central, donc c'est donc le cerveau qui commande tout ça. Il y a tout un dispositif nerveux dans le corps qui permet à la fois d'envoyer des commandes et à la fois d'avoir une sensibilité, donc d'avoir des informations en retour, un peu comme des capteurs. Et la troisième partie importante, qui est donc les muscles, qui sont un peu les moteurs du corps humain. Et donc nous, on va essayer de traiter ce problème-là en essayant de remplacer ce système-là de manière artificielle, en remplaçant surtout la partie cerveau, donc grâce à des ordinateurs embarqués, et le système nerveux grâce à des capteurs qu'on met sur la personne. Et par contre, on ne remplace pas tout ce qui est le muscle, puisqu'on veut le restimuler pour lui redonner sa fonction première. Ce qu'on propose, c'est de faire dans un premier temps
un diagnostic de la personne grâce à quelques pas. Ensuite, on va venir, donc, comme je disais, grâce à un neurostimulateur, stimuler les muscles. Donc, en envoyant un courant électrique dans un muscle, ça va envoyer un message au nerf périphérique du muscle et ça va donner l'information de contracter ce muscle-là. En fonction de l'intensité électrique qu'on envoie, ça va influer sur la puissance développée par le muscle. On a développé un vêtement qu'on appelle intelligent. Ce qu'on appelle intelligent, c'est qu'il est équipé donc de capteurs de mouvement. On a aussi des capteurs de pression sous les pieds pour avoir tout un tas d'informations sur la marche et sur d'autres activités. Et la quatrième partie de notre dispositif, ça va être plus sur le suivi patient, donc une sorte d'application plus pour le praticien, pour le personnel médical, pour avoir un suivi de la rééducation. Notre gamme de produits, on a donc 3 produits différents. Donc on a commencé par, donc moi, avant que j'arrive, on a commencé à développer des vélos et des rameurs avec électrostimulation. Le vélo permet de regagner de la masse musculaire et donc de regagner de la force, la possibilité de pouvoir marcher. Le rameur va aller un peu plus, donc il va aussi donner de la capacité musculaire, mais il va aussi permettre de retravailler tout le système un peu respiratoire. Et après, la finalité, c'est donc la marche. Et donc là, on va avoir un dispositif embarqué qui va permettre de restimuler les muscles au bon moment pendant la marche. Donc, on a créé donc cette solution qu'on appelle donc la Neuroskin, et donc qui permet de rendre disponible une technologie qui s'appelle donc la stimulation électrique fonctionnelle, qui existe déjà depuis un petit moment. Donc ça, on ne l'a pas inventé. Ça existe depuis presque 30 ans. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle est assez difficile à mettre en œuvre. C'est mis en œuvre par des personnes qui ont de l'expertise, qui travaillent depuis des années dans ce domaine-là. Et donc, c'est difficilement généralisable. Et donc, il y a pas mal donc, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment très utilisé dans le médical, en tout cas pendant la période de rééducation. Donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est tout un système. Donc, pourquoi avoir recours à l'IA justement au sein de Courrier? Pourquoi on a choisi d'utiliser l'IA? Donc, il y a 3 raisons. La première, c'est d'avoir suffisamment de données de la marche de patient avec des paramètres qui ont été définis par des experts, et donc d'être capable d'avoir une signature biologique de la personne et qui va permettre de paramétrer automatiquement tous les paramètres de stimulation, et donc d'avoir quelque chose de personnalisé pour la marche du patient en fonction de la pathologie. Et donc ça, c'est possible grâce à la data. On va utiliser en fait quelque chose. Enfin, l'électrostimulation fonctionnelle, au départ, c'est assez empirique, et nous, on va utiliser cet empirisme pour pouvoir le faire de manière automatique. La deuxième chose, c'est on va avoir besoin d'avoir un aspect prédictif pour contrôler les stimulations, puisque en réalité, le moment où on décide d'envoyer la stimulation au muscle, entre le moment où on décide de l'envoyer et le moment où il y a vraiment une contraction musculaire, c'est évalué en moyenne à 100 millisecondes. Donc ça paraît peu, mais souvent c'est trop tard si on détecte un événement. Donc je vous donne, par exemple, quand on marche, il y a un élément important qui est le contact du talon, donc la réception du corps sur la jambe. À ce moment-là, il faut bloquer le genou pour éviter de tomber ou de se faire mal. Et donc, il faut contracter ces 2 muscles-là, le quadriceps et l'ischio-jambier. Et si on veut détecter le moment du contact du talon, on est déjà en retard. Donc, on a besoin d'être toujours en avance sur la stimulation. Donc, nous, on a développé un modèle qui est basé sur l'intelligence artificielle, qui est un modèle de deep learning qui permet de toujours faire des prédictions sur la phase de la marche. Et donc, ce modèle, on l'a élaboré grâce à un certain nombre de données qu'on a enregistrées nous-mêmes grâce à nos capteurs et à notre dispositif. Et la troisième chose, qui est aussi importante pour l'utilisation courante de notre dispositif, c'est la détection de l'activité et la détection de l'intention, qui n'est pas encore inclus dans le dispositif, mais plutôt la détection de l'activité. Et donc là, c'est d'adapter la séquence d'activation des muscles en fonction de l'activité réalisée. Donc ça peut être, si on va sur un vélo, ça ne va pas être la même séquence de contraction musculaire. Si on va
si on marche, faut détecter le moment où on commence à marcher, détecter si on arrive devant des escaliers, donc adapter ces séquences de stimulation. Donc là, on utilise pareil des algorithmes basés sur les données pour pouvoir détecter ces activités-là. Rapidement, pour parler un peu de l'environnement technologique à Coraguet, donc on utilise du Python principalement. On utilise aussi les services d'Amazon Web Services, AWS, donc pour récolter les données, puisqu'on les récolte donc sur un cloud, même quand le dispositif est dans des centres de rééducation, enfin à distance. On entraîne aussi nos algorithmes sur ces serveurs-là, et donc c'est à peu près tout. Et on héberge aussi l'application e-santé qu'on appelle, qui permet aux praticiens d'aller voir, de suivre l'évolution du patient. On utilise donc pour les algorithmes d'apprentissage, on utilise TensorFlow, et plus particulièrement TensorFlow Lite, qui permet d'alléger le modèle pour les inférences et permettre de l'embarquer dans un dispositif. Donc pour la marche, c'est important puisque c'est un dispositif embarqué. Et donc pour l'application, on utilise un dashboard avec Plotly, pour ceux qui connaissent. Pour imaginer un peu le futur, donc, comment on pourrait faire évoluer le produit dans quelques années. Dans un premier temps, on pourrait, un peu comme l'idée de la voiture autonome, essayer d'avoir des caméras qui permettraient de détecter toujours en avance ce qui pourrait arriver. Donc, par exemple, détecter des escaliers, détecter des choses comme ça, et donc adapter en avance la séquence d'activation des muscles, qui pour l'instant n'est pas fait, puisqu'on ne peut que le détecter au moment où on arrive et qu'il y a un changement d'activité. Et pour aller encore plus loin, là, c'est vraiment domaine de recherche, on va dire, mais essayer de travailler sur directement aller chercher l'information au niveau du cerveau. Donc, il y a des casques qui s'appellent les casques EEG qui permettent d'analyser, enfin de mesurer les signaux du cerveau, les signaux électriques du cerveau, et essayer du coup de détecter à l'avance aussi la volonté de la personne, et donc pareil, adapter notre séquence d'activation en fonction de ça. Et on travaille aussi dès maintenant aussi avec ce qu'on appelle des EMG aussi, c'est des petits capteurs qui permettent d'avoir l'activité des muscles. C'est pas inclus dans un dispositif, mais on travaille dessus pour aussi détecter l'intention de la personne. Voilà, donc pour l'instant, on est dans une phase de validation clinique de notre dispositif, donc avec un certain nombre de centres de rééducation en France. Et donc là, voilà, c'est un exemple d'un patient qui a utilisé un dispositif pendant un mois, le mois dernier. Voilà, je vais vous présenter l'entreprise et donc un cas d'usage de l'intelligence artificielle dans le monde de la santé. Merci de m'avoir écouté. Des questions? C'est quel microcontrôleur que vous utilisez en embarqué? Pour l'instant, là, c'est une Raspberry Pi qui est le dispositif. Et on voit un dispositif donc embarqué avec un sac à dos, ça pèse combien? Pour l'instant, ça pèse, je crois, 3 kilos. Et en produit abouti, on peut imaginer que ça soit largement miniaturisé. Ouais, ça pourrait être largement miniaturisé. Après, c'est pas le microcontrôleur qui prend de la place pour le coup. C'est plus là, ce qui prend de la place, c'est le stimulateur qui est équipé de condensateurs pour envoyer l'électricité aux muscles, et les batteries aussi, qui sont assez lourdes et qui sont difficiles à miniaturiser, mais on travaille dessus. Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'en redonnant du poids, ça rend la tâche encore plus difficile pour marcher, donc on essaie de travailler là-dessus pour miniaturiser et alléger notre... Même esthétiquement, et puis esthétiquement, en situation de handicap, elle peut avoir envie d'avoir des devices les c'est plus ça. discrets possibles. Ouais. Quel voltage de stimulation? Quel voltage? En fait, c'est 12 000. quelle puissance il faut pour... on parle en intensité plus. Et en intensité, c'est des milliampères. On va de 0 à 170 milliampères grand maximum. On le sentirait si on se prenait cette décharge sur les doigts? Ah oui. Ouais. En fait, si on le prend sur le doigt, ça contracte les muscles. Et donc, ça crée une préhension comme ça. C'est comme les neurosimulateurs, enfin, les simulateurs musculaires. C'est ça, exactement. On l'a souvent vu, même pour les abdos, les choses comme ça. Là, la différence, c'est que nous, c'est pour créer un mouvement.
C'est pas que pour se muscler. Et donc là, vous l'utilisez, donc c'est en rééducation des patients qui vont Oui. vers la mobilité. Est-ce qu'on peut imaginer des cas d'usage finalement où ça va être plutôt sur du chronique, en fait, des patients handicapés, des patients qui ont par exemple de sclérose en plaques, d'autres neuropathies? Est-ce que c'est des choses qui sont envisageables? Oui, tout à fait. Là, pour l'instant, on s'est ciblé sur l'hémiplégie parce que c'est un phénomène assez présent et donc en plus on travaille avec des données, donc il nous faut beaucoup de patients pour entraîner les algorithmes. Et puis, mais sinon, oui, on envisage aussi de le déployer à d'autres pathologies, d'autres handicaps. Oui. Est-ce que vous avez prévu de gérer l'imprévu, entre guillemets, par exemple, on prend les pieds dans quelque chose, on prend la cheville, du coup, là, il faut changer de schéma moteur dans notre démarche, par exemple, faire un pas un peu de côté pour se rattraper. Est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, pour l'instant, non, c'est pas envisagé. Après, c'est assez compliqué parce que nous, ce que j'avais précisé, c'est qu'on ne peut pas trop gérer non plus l'équilibre, par exemple, avec les stimulations, parce qu'on ne peut pas contracter tous les muscles. Nous, c'est de la stimulation superficielle, donc non invasive. Donc, on va pouvoir contracter les muscles qui sont accessibles de cette manière-là. Mais par exemple, je vais te donner un exemple, mais le psoas, c'est un muscle qui passe à l'intérieur de la cuisse et qui permet d'étendre le bassin. Et ça, ce muscle-là, on ne peut pas le stimuler pour l'instant de manière superficielle, même si on travaille aussi sur ces choses-là pour stimuler les muscles profonds en envoyant des différents schémas d'ondes, enfin, essayer de l'envoyer de manière plus profonde. Enfin, je ne sais pas trop mon domaine, mais je sais qu'il y en a qui travaillent dessus. Vous parlez de casque avec capteur cérébraux, il n'y aura pas une solution à travers ça? Si, tout à fait. Ouais. C'est assez difficile à gérer, mais on a commencé déjà quelques expérimentations dessus pour essayer de voir ce qu'on pouvait en tirer de ces signaux. Mais de ce que j'en ai vu dans la littérature, c'est souvent souvent pour essayer de détecter des intentions, des choses comme ça, il faut beaucoup d'entraînement avant à la personne pour se concentrer sur une tâche en disant je vais penser à ça pour faire ça. Voilà, c'est ça, pour envoyer le bon signal pour que l'ordinateur puisse le reconnaître. A priori, c'est comme ça que ça marche. Donc, pour l'instant, nous, ça ne peut pas être directement intégré dans le dispositif, mais en tout cas, on y pense. Quelque chose qui a attiré pas mal d'attention ces dernières années, c'est le travail sur le Boston Dynamics, sur les démarches de robots. Je suis curieux de savoir quels sont les parallèles, s'il y en a, soit existants, soit à établir, avec ce que vous faites. Et en fait, s'il y a des choses qu'on peut développer dans ce domaine-là, vous pouvez expliquer. Oui, je pense qu'il pourrait y avoir des parallèles. Après, je crois qu'ils utilisent des types de méthodes comme le reinforcement learning, le deep reinforcement learning, des choses comme ça. Nous, on l'envisage aussi. Après, le problème de ces méthodes-là, c'est que c'est des méthodes qui apprennent en découvrant leur environnement, c'est-à-dire en testant, en faisant plein d'essais et ils apprennent en faisant ça. Nous, sur des patients, c'est plus compliqué. On ne peut pas aller dans tous les sens en disant je vais essayer d'envoyer un max à cet endroit-là et on va voir ce que ça donne. Donc, il y a des moyens. Il y en a qui ont déjà essayé de le faire en simulant ces choses-là, donc avec des modèles musculo-squelettiques. Donc, ils font apprendre l'algorithme d'abord sur ces modèles-là et puis ensuite, ils l'appliquent sur des personnes. Mais pour l'instant, c'est encore assez à l'état de recherche, mais on y réfléchit en tout cas sur ces modèles-là. Vous parlez de modèles prédictifs. Quels sont les types que vous avez donné à ce modèle-là pour avoir la prédiction? Comme ça, alors nous, c'est du prédictif, c'est des algorithmes supervisés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des enregistrements de la marche sans stimulation, sans rien. Et on va annoter nous-mêmes les données, enfin de manière semi-automatique. On va annoter ces données-là en fonction des capteurs de pression qui sont sous les pieds pour pouvoir toujours se repérer dans la phase de marche. Avec cette annotation-là, on va entraîner des algorithmes qui permettent de se repérer tout le temps avec tous les capteurs, en utilisant tous les capteurs c'est des données assez multidimensionnelles. Et donc l'algorithme arrive à se repérer tout le temps dans la marche grâce à tous ces capteurs-là sans faire trop d'erreurs. C'est des choses qui marchent bien, qui ont déjà été assez documentées dans la littérature et nous on utilise la Couragé. Pour récupérer l'information sur des personnes saines. C'est-à-dire pour les paramètres de stimulation, les choses comme ça. Alors ouais, pour tout ce qui est intensité, à quel moment envoyer la stimulation au bon moment, tout ça, on l'a fait de manière, comme je disais, un peu empirique. C'est-à-dire qu'il y a des experts dans ces domaines-là qui savent
faire des médecins, des kinés qui savent régler ces paramètres-là. Et on l'a fait sur un certain nombre de personnes. Et maintenant, en faisant une marche de quelques pas, on arrive à déterminer automatiquement quels sont les bons paramètres en fonction des données qu'on a déjà enregistrées, en fonction de notre base de données. Camille, tu veux poser une question? On va y arriver. Ouais. Merci pour cette présentation. Oui, j'avais une question sur la partie data. Est-ce que vous êtes considéré comme des médicales? Et si oui, ça donne. Et question bonus, vous êtes en France, est-ce que vous avez pour vocation à continuer en France ou, enfin, comme beaucoup de boîtes médicales, à aller actuellement aux US? Donc la première question sur les données médicales, donc c'est des données de capteurs. Après on est hébergé chez la AWS qui est donc hébergeur de données de santé parce que c'est sur les serveurs en France qu'on est hébergé. Et après sur les données médicales, pour l'instant, enfin c'est des données de patients, donc je pense que ça rentre dans le domaine médical. Après il n'y a pas d'information. Il n'y a pas d'informations sur leur pathologie, sur des choses comme ça dans nos bases de données. Il y a juste des informations de capteurs, en gros. Donc, je pense que ça ne rentre pas dans le domaine médical, mais je ne suis pas à 100% sûr. Et la question de l'international, pour l'instant, non. Enfin, en tout cas, dans un futur proche, je n'ai pas entendu parler de l'export aux États-Unis. Mais on travaille en Europe avec d'autres centres européens. Il y a un centre de rééducation qui est dans l'évaluation clinique, qui est au Luxembourg. Et puis, on travaille aussi, comme notre CTO est en Serbie, on travaille aussi avec la Serbie, avec des centres de rééducation là-bas. Et donc, et puis, on a pour vocation à se développer un peu plus grand. Pour l'instant, on est en France parce que c'est plus simple. Le coût, je ne sais pas trop répondre. Pour l'instant, c'est un dispositif pour la rééducation. Donc, c'est des centres de rééducation qui vont acheter notre produit. Après, nous, dans le futur, on voudrait aussi que ce soit disponible chez soi. Donc là, ce sera un dispositif qui sera acheté par la personne ou par des assurances, je ne sais pas. Mais pour l'instant, non, c'est que du B2B, c'est qu'avec des centres de rééducation, des hôpitaux. Ça me fait penser à une question qui est toujours un peu tendancieuse, mais bon, c'est intéressant. Là, du coup, c'est, on va dire, pour l'homme réparé, et on pense des choses sur l'homme augmenté. Est-ce qu'on peut imaginer des usages, je sais pas, militaires ou dans le sport, ou voilà, qui dépassent le cadre de la santé, de ce genre de dispositif? Dans le sport, c'est sûr, parce que nous, on a déjà aussi on a déjà expérimenté des choses pour le sport avec des athlètes paralympiques. Et donc c'est sûr qu'il y a moyen et puis c'est déjà utilisé par les sportifs définitivement, l'électrostimulation. Mais pour les militaires, je ne sais pas trop dire. Après, ça augmente pas vraiment la force qu'on a déjà en fait. Ça peut permettre de se muscler, mais ça développe pas plus de force qu'on peut le développer nous-mêmes en soi. Donc je ne sais pas s'il y aura un intérêt, mais peut-être, je ne sais pas. Oui. Les challenges qu'on a à résoudre sur les challenges, ça va être déjà les données. Nos algorithmes, ils sont efficaces s'il y a beaucoup de données. Donc, on fait de l'acquisition de données là en ce moment dans plusieurs centres de rééducation sur différentes pathologies. Et plus on a de variété de patients, plus on va être efficace pour pouvoir plus on va être efficace dans nos algorithmes. Donc ça, c'est un point important. Et puis après, c'est sur améliorer les algorithmes aussi de manière. Donc on regarde ce qui se fait dans la littérature, on essaie de voir des nouvelles techniques, comme je disais, je l'évoquais un peu le reinforcement learning, qui sont des familles d'algorithmes qui pourraient être très intéressantes. On commence à travailler sur ces familles d'algorithmes-là pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans notre dispositif. Et voilà, après, je parlais plus sur la partie algorithme, je ne sais pas trop si c'est suffisant.
Alors, de toute façon, je propose qu'on s'arrête là Ouais. pour les questions-réponses. Si vous en avez d'autres, évidemment, n'hésitez pas autour d'un verre pour Baptiste comme pour nos deux autres intervenants. Il y a aussi en effet un ou deux data scientists de Sanofi, donc n'hésitez pas à échanger avec eux sur d'autres projets qu'ils pourraient avoir mis en œuvre ou voilà, challenger un peu sur leur connaissance de l'IA. J'ajoute deux petits messages par rapport au meet-up. Entre janvier-février et avril, il y aura normalement une série de plusieurs soirées sur la thématique de l'IA et de la créativité, qui est en ce moment un gros sujet. Il y a une révolution qui est en train de, pas seulement germer, mais d'exploser, hein, sur la question des algorithmes d'intelligence artificielle pour générer du contenu, que ce soit du contenu visuel, que ce soit du contenu auditif, que ce soit du contenu de posts de réseaux sociaux, bref, plein de choses qui étaient associées à la créativité humaine. Donc, il y aura sûrement une série de 3